Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Très contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission dont voici le programme. On va démarrer d'abord avec notre focus. Comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter? Les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique au sein des familles. Voilà toujours quelques questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille sous écran, dont on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech et elle est avec moi en plateau aujourd'hui. Elle s'appelle Jeanne Dreyfus. Évidemment, vous la connaissez par cœur. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui, Jeanne? Je vais vous parler, on va faire un petit voyage Philippines sur la toile, en images toutes plus poétiques les unes que les autres. Production assistée ou non Paria qui explore le monde du rêve. Merveilleux. On va faire ça avec vous dans un instant. Merci beaucoup, Jeanne. Et puis c'est notre grand sujet du jour. Le numérique, vous le savez, partout dans nos vies, mais est-il vraiment accessible à tous? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, puisque aujourd'hui encore, des millions de personnes en situation de handicap rencontrent des difficultés majeures pour accéder à Internet, alors que la directive européenne sur l'accessibilité numérique entrera en vigueur là, fin juin. Un consortium se mobilise pour changer la donne. Et parmi elles, justement, on a Marion Ranvier. Bonjour Marion, vous êtes la directrice générale de la Content Square Foundation. Bonjour Marion. Bonjour Philippine. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau. Et puis vous êtes accompagnée en duplex aussi de Sophie Guichard de la CNAM. Bonjour, CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous toutes les deux. On va en parler justement dans un instant, juste après le focus. Focus donc aujourd'hui dans l'émission sur une utilisation toujours saine et maîtrisée, bien sûr, c'est ce qui est souhaité en tout cas par notre partenaire le Clémy, utilisation saine et maîtrisée des écrans à la maison grâce à leur série La famille tout écran. On découvre tout de suite leur nouvel épisode. On va continuer à parler du numérique parce que si vous ne pouvez pas commander en ligne, accéder à vos cours à distance ou lire un article sur votre téléphone, des choses que nous faisons tous et toutes dans notre quotidien, mais si ça n'est pas possible, c'est parce qu'aucun de ces outils n'a été pensé pour vous et c'est la réalité que vivent des millions de personnes en situation de handicap, en France comme ailleurs d'ailleurs dans le monde. Et alors que ce monde justement devient de plus en plus connecté, une fracture invisible mais bien réelle persiste, celle de l'accessibilité numérique. Face à ce constat, un collectif d'acteurs a décidé de passer à l'action et on en parle justement avec certains de ses membres tout de suite dans la première partie du talk. Et on en parle avec nos invités aujourd'hui. Merci d'ailleurs d'être avec nous en duplex. Marion Ranvier, je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Content Square Foundation, et Sophie Guichard, vous êtes la directrice nationale des usages numériques au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. Alors on va peut-être commencer avec vous, Marion, si vous le voulez bien. Vous avez lancé une formation gratuite. D'ailleurs, vous étiez venue sur ce plateau nous en parler il y a peu. Formation gratuite sur l'accessibilité numérique qui, ça y est, ça cartonne, a déjà été adoptée par un certain nombre d'établissements. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer, peut-être pour celles et ceux qui n'ont pas forcément vu votre première intervention sur cette chaîne, concrètement en quoi consiste cette formation et pourquoi ce format e-learning était le plus pertinent, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. On a décidé avec un consortium d'acteurs de lancer une formation de sensibilisation à l'accessibilité numérique gratuite à destination de tous les établissements d'enseignement supérieur parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que l'accessibilité numérique n'était souvent pas un cours obligatoire, ça c'est certain, mais en tout cas, les étudiants sortaient d'école sans jamais avoir entendu parler de l'accessibilité numérique. Or, Philippine, vous l'avez dit en préambule, la partie légale se durcit. Il y a des lois autour de l'accessibilité numérique et les marques aujourd'hui cherchent des talents qualifiés qui peuvent mener ces projets en entreprise. Donc, on a lancé cette formation gratuite à destination des établissements d'enseignement supérieur et aujourd'hui, on a plus de 10 établissements qui ont signé notre engagement volontaire et notre objectif en 2025, c'est de sensibiliser 25 000 étudiants à l'accessibilité numérique. Rien que ça, et en même temps, rien que ça, mais il y en a besoin, effectivement. On va parler du constat aussi dans un instant. D'abord, Sophie, pourquoi vous avez choisi d'intégrer justement cette formation dans les cursus du CNAM? Quel frein ou peut-être opportunité avez-vous identifié en interne pour justement faire appel à ce type d'initiative? Alors nous, justement, le CNAM, c'est un grand établissement d'enseignement supérieur et une des particularités de cet établissement, c'est qu'on fait essentiellement de la formation à distance. Et on est connu pour ça dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
Et donc la plupart de nos contenus de formation sont déposés sur des plateformes numériques, sur des plateformes pédagogiques. Donc l'accessibilité numérique pour nous, c'est à la fois évidemment une obligation réglementaire, mais surtout un enjeu d'équité et une obligation que tout le monde s'approprie les sujets d'accessibilité numérique pour que nos formations soient vraiment accessibles à tous. Donc nous, on a mis en place une nouvelle politique axée et appuyée sur 2 schémas directeurs, le schéma directeur du numérique et le schéma directeur du handicap. Et c'est dans ce cadre-là que, en tant que référente accessibilité numérique pour l'établissement, on a travaillé avec Marion et que l'on va mettre à disposition dans un premier temps de tous les enseignants et de tous nos élèves que nous appelons des auditeurs à la rentrée de septembre 2025, ces contenus de sensibilisation à l'accessibilité numérique. Et dans un deuxième temps, on va voir comment on le déploie plus en détail. L'histoire, en tout cas, d'une belle collaboration qui démarre entre le CNAM et la Quantum-Soi Foundation. Marion, justement, le 28 juin prochain, l'European Accessibility Act entre en vigueur, hein, c'est ça. En quoi ça va transformer concrètement les attentes vis-à-vis des professionnels du numérique comme vous ? Écoutez, ça transforme effectivement le paysage de l'accessibilité numérique en France et en Europe parce que historiquement, les entreprises qui étaient assujetties à la loi étaient des entreprises qui généraient plus de 250 millions de chiffres d'affaires. Or, avec l'entrée de l'European Accessibility Act, aujourd'hui, c'est tout le secteur privé qui doit se mettre en conformité. Donc, tous les sites web privés, e-commerce, médias, banques. Et donc, on voit effectivement que la loi s'accélère et que du coup, tous les acteurs doivent se mettre en conformité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des organes de contrôle, ce qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, on a la DGCCRF et l'ARCOM qui vont contrôler finalement que ces sites web ont bien une politique d'accessibilité, ont bien une déclaration d'accessibilité et finalement ont pour but d'être totalement accessibles d'ici quelques années. Par ailleurs, Sophie, 70%, et on parlait tout à l'heure avec vous justement du constat, 70% des sites restent encore inaccessibles malgré des lois qui existent, hein, aujourd'hui depuis plus de 10 ans d'ailleurs. C'est un chiffre qui vous étonne. Est-ce qu'on sait pourquoi justement autant de sites web restent inaccessibles ? C'est un sujet sociétal là dont on parle. C'est un sujet sociétal, c'est un sujet d'équité, on en a déjà parlé, mais bon, oui, normalement, tout service public devrait respecter la réglementation parce qu'elle n'est pas récente. Mais après, c'est un sujet c'est un sujet complexe. Ça veut dire transformer totalement nos systèmes d'information, nos vitrines, nos sites web, nos portails, pour les rendre accessibles. Et ça, il faut que ce soit pensé au départ, à la conception, lors des cahiers des charges des sites web, si on parle des sites web, par exemple, parce qu'après, c'est très difficile de les adapter. Ça veut dire qu'il faut former aussi les développeurs, qu'il faut former toute la chaîne de production d'un site web, et après les utilisateurs. Donc nous, notre sujet au CNAM aujourd'hui, c'est effectivement de transformer notre site internet, le site web, c'est en cours, c'est de transformer tous nos dispositifs numériques de formation, donc les plateformes pédagogiques, et après, moi plus spécifiquement, c'est de travailler avec les enseignants pour qu'ils conçoivent des ressources numériques pédagogiques accessibles. Donc c'est vrai que c'est un énorme travail pour beaucoup d'acteurs. J'allais dire, c'est des sacrés chantiers, effectivement, dont on avait parlé d'ailleurs avec Marion dans la dernière émission qu'on a faite à ce sujet. Et d'ailleurs, justement, Marion, le World Economic Forum annonce un déficit de millions de talents dans les technologies inclusives d'ici 2030. Le tableau, donc, qui est dépeint est quand même sacrément sombre. Quels sont, selon vous, justement, les profils clés à former, peut-être celles et ceux qui nous regardent? Est-ce que ce sont des développeurs? Est-ce que ce sont des designers, des chefs de projet? Est-ce que vous allez me dire, c'est tout le monde, en fait? Oui, effectivement, c'est tout le monde. Alors, il faut une formation un petit peu plus spécifique pour les développeurs, les UX designers, mais il faut savoir que l'accessibilité numérique, c'est un sujet transverse. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette sensibilisation sans prérequis pour former tous les étudiants, et Sophie l'a dit tout à l'heure aussi, les enseignants au sujet de l'accessibilité numérique. Parce que pour que le sujet soit priorisé demain, il faut qu'on en ait conscience. Il faut que les futurs leaders de demain
connaissent les différents handicaps, connaissent les référentiels en vigueur en France, mais aussi à l'étranger. Donc oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de talents formés sur ces sujets qui sont notamment des développeurs parce que c'est eux qui vont créer du contenu, mais les développeurs ne peuvent pas créer un contenu accessible si l'accessibilité n'a pas été pensée en amont. Et on le voit bien aujourd'hui, pourquoi il y a encore autant de sites qui ne sont pas accessibles, parce qu'il y a une méconnaissance du sujet. C'est un sujet qui peut faire peur. Or, on l'a vu, c'est un sujet sociétal, c'est un sujet aux enjeux aussi légal. Et donc, c'est important de pouvoir se dire qu'on va concevoir by design l'accessibilité et donc dès la conception du service ou du produit. Vous parlez effectivement d'une méconnaissance du sujet. Nous, effectivement, notre responsabilité, si en tout cas on peut en prendre une, c'est de mettre en avant ce sujet et on aime le faire dans cette émission. On va continuer à en parler justement toutes les trois dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Le meilleur d'Internet en images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil toujours de Jean Martineau. De retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités aujourd'hui en duplex, Marion Ranvier et Sophie Guichard. Juste avant Marion et Sophie de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, on part à la dérive d'Internet avec vous au gré d'images faites ou non avec l'IA d'ailleurs, mais qui ont tout en commun d'explorer l'imaginaire du rêve. Jamais de mémoire d'homme a-t-on produit plus d'images philippines. Et sur les Pinterest, sur les Tumblr ou sur Insta, eh bien on observe une tendance que j'ai décidé d'appeler Dreamcore. Ensemble d'images donc oniriques, explorant en effet, comme vous l'avez dit, le monde du rêve, créé ou épinglé. Et j'en ai identifié 4 courants en particulier. Alors le premier,
imaginé, pourrait s'appeler l'anatomie d'un seuil, celui qu'on doit franchir pour entrer dans le monde du rêve. Ici, une œuvre d'Anish Kapoor, là un tourbillon, font écho à cette chute, cette aspiration qu'on ressent lors de l'endormissement. Toutes ces fenêtres rondes, ces oculus, œil en latin, ne font que matérialiser ce retournement de l'œil comme un gant, de l'œil physique ouvert sur l'extérieur à l'œil mental, quand ce motif du passage ne rappelle pas celui du monde physique au monde du numérique. On le verra sur la dernière image. Ici, Internet lui-même étant cette spirale qui mêle passé, présent, souvenirs et projections, incarnation d'un autre vertige, donc rêve ou cauchemar. Sacrément impressionnant en tout cas. Alors que se passe-t-il quand on franchit les portes de la perception? Et surtout, quelle est votre deuxième tendance au sein du Dreamcore? On passe de l'autre côté du miroir. Et dans ce courant que j'appellerais le ciel sous nos pieds, Philippine, ou l'éther sur terre. C'est poétique. C'est poétique. Et bien justement, on sent l'influence de René Magritte, poète plasticien, qui se fait sentir. Donc derrière le miroir, place aux damiers réguliers. Pour mieux les tordre, ici, matériel et immatériel forment une même patte. Les escaliers sont un chemin vers l'ailleurs, car ces images sont en effet un cheminement et non une forme. De l'autre côté du miroir, l'architecture devient cristalline ou alors vaporeuse, privilégiant le sensible à l'intelligible. Des grottes cathédrales, temples de calcaire, des arbres minéraux, où plus jamais rien n'est droit. Ces dernières images, donc, faites avec l'intelligence artificielle, eh bien, explorent ce domaine de la contrefactualité. Contrefactualité, c'est proposer un monde s'il avait été autrement, si l'évolutionnisme avait conduit à d'autres formes, avec le réalisme que permet la technologie de l'intelligence artificielle. Et ici, le rapport aussi au rêve, eh bien, correspond peut-être à cette idée de l'échappisme, escapism en anglais, avec un accent à couper au couteau, ce besoin contemporain de vivre une autre vie dans le virtuel. Vous avez appelé votre troisième sous-tendance la boschomania. Il va falloir que vous nous expliquiez, Jeanne. La boschomania. Elle fait écho au succès, toujours au beau fixe, depuis le XVe siècle, Philippine. Ah oui, rien que ça. Du peintre hollandais Jérôme Bosch. Notamment depuis les avancées de l'IA générative. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit scandale qui avait éclaté l'année dernière, quand Google, en fait, faisait remonter, quand on tapait Jérôme Bosch sur ce moteur de recherche, des images générées par IA à gauche. Ah oui. Donc, ça représente en tout cas le véritable engouement sur la toile où les internautes réinterprètent sans fin son esthétique, l'esthétique foisonnante de Bosch et symbolique, son traitement de l'architecture et des astres comme de la joaillerie, la violence animant des hybrides mi-hommes, mi-animaux. Et ça nourrit aussi un imaginaire néo-gothique qu'on voit ici, où justement le féerique et le vénéneux sont intimement liés. Et ici, encore, là on voit Cool 3D World, et là ça apparaît comme une espèce de monde mi-LGBT, mi-joyeux arc-en-ciel, mi-inquiétant. Et ici on voit une animation 3D aussi. Donc c'est encore un écho aux pratiques post-internet, collage numérique, réalité virtuelle, animation 3D, et toutes font la part belle à ce chaos symbolique dans lequel on évolue sans cesse. Mais oui, effectivement. Alors, on va passer à votre quatrième, dernière tendance aussi du Dreamcore, pour le meilleur et pour le pire, vous allez le voir. C'est celle que vous avez appelée inquiétante étrangeté psychédélique. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'inquiète un peu. Mais non, faut pas. Ici, on est dans une tendance du rêve où le temps s'arrête. Et dans le sillage d'un cinéma teinté de psychédélisme depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, un air de solennité mystique semble habiter ces scènes de Sergueï Parajanov jusqu'aux intérieurs de Shining. Aujourd'hui, l'inquiétante étrangeté, elle naît aussi de la suspension de la communication. Et le monde se part de colorimétrie inquiétante à deux tons. On est sur les traces d'un ancien monde de loisirs disparus. L'enfance est partout, mais sous le signe des traumas qu'elle porte. Et jusqu'aux images de Sandy Skoglund qu'on voit là, jusqu'à ce que les animaux venus, les lolcats et autres venus du net, aient fini par envahir le monde après avoir muté, après une je ne sais quelle menace nucléaire. Oui. Bref, en tout cas ici on est dans le paradoxe de l'absence de relations dans un monde construit justement sur les échanges sociaux virtuels. On est dans l'angoisse, dans un monde où les sourires échangés deviennent des signes usés. Et en tout cas ça constitue le versant un peu cauchemardesque de cette tendance au Dreamcore que je pourrais continuer à explorer pendant des heures. J'ai bien compris. Mais je dois arrêter pour retourner au monde, pour le rêver ou le cauchemarder à nouveau. Non, on choisit plutôt le
Le meilleur, le rêve. Ça donne un peu plus envie. J'ai peur, on va faire des cauchemars. Ouais, après vous allez rêver d'animaux, de lolcats. Dans mon lit, transgéniques et bizarres. Allez, on enchaîne, on lance tout de suite la deuxième partie du talk. Allez, deuxième partie du talk avec nos deux invités toujours en duplex. Avec nous, Marion Ranvier, directrice de la Contentsware Foundation, et Sophie Guichard. Je rappelle que vous êtes la directrice nationale des usages numériques au Conservatoire national des arts et métiers. Alors Marion, on rappelle quand même, parce que c'est important pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, votre formation, elle est gratuite, elle est ouverte aujourd'hui. C'est quand même un modèle rare dans un secteur où la formation est, c'est vrai, souvent monétisée. Comment vous financez tout ça ? Écoutez, donc nous, on est une fondation majoritairement financée par l'entreprise Contentsquare et on veut vraiment faire bouger les lignes aujourd'hui sur ce sujet de l'accessibilité numérique et on pense qu'il est de notre devoir de sensibiliser les futures générations. Et donc, on s'est regroupé avec un consortium d'acteurs, des institutionnels, des entreprises privées, des associations et des experts en accessibilité numérique pour créer ce contenu. Donc, c'est un format e-learning de 2 heures qui est entièrement gratuit et donc à destination de tous les établissements d'enseignement supérieur. Et le but ici, c'est de leur envoyer un fichier qu'ils peuvent eux-mêmes installer sur leur propre environnement de travail. C'est important pour nous parce que l'étudiant finalement ou l'enseignant qui va se former restera dans l'environnement de travail de son établissement. Et ce qui nous permet aussi, nous, aux membres du consortium et à la Fondation Contentsquare, de ne pas collecter de données personnelles. Et ça, aujourd'hui, c'est aussi un sujet très important. Donc, c'est pour ça qu'on l'a pensé de la manière la plus simple possible pour qu'il puisse être essaimé et diffusé le plus largement possible. Et bien sûr, notre rêve, Philippine, c'est à terme de faire évoluer la loi pour que l'accessibilité numérique devienne un cours obligatoire dans toutes les formations. Est-ce que vous échangez à ce sujet d'ailleurs avec le gouvernement ? On a effectivement des échanges avec le gouvernement qui est intéressé aussi par notre sensibilisation. Mais vous le savez comme moi, ça prend du temps de faire évoluer les lois. Donc, on va se focaliser sur nos objectifs aujourd'hui, continuer les beaux partenariats comme on l'a initié avec le CNAM et effectivement faire un appel aussi aux autres établissements qui souhaitent sensibiliser leurs étudiants à ce sujet, aux enjeux majeurs. Rejoignez-nous, encore une fois, cette formation est entièrement gratuite et disponible pour tous les établissements d'enseignement supérieur. Merci Marion. Alors justement, Sophie, le CNAM forme des adultes en reconversion, des professionnels aussi en formation continue. Est-ce que vous avez vu ou constaté en tout cas un intérêt croissant pour les compétences numériques inclusives ? Oui, ben c'est une obligation et c'est sûr que, bon, nous, on a plusieurs volets. On forme des futurs professionnels, mais avant tout, et ça c'est l'objet du lien que nous avons eu avec Contentsquare, c'est déjà de former nos personnels et nos enseignants à rendre les contenus inclusifs. Et donc, il y a plusieurs étapes. Donc c'est pour ça aussi qu'on a signé la lettre d'engagement et qu'on travaille avec Contentsquare, parce que même si on a des compétences en interne, on n'avait pas le temps matériel de déployer, de développer des ressources pédagogiques de ce niveau de qualité pour former en masse tous nos personnels. Et donc c'est aussi l'intérêt d'avoir, comme vient de le dire Marion, une formation clé en main que l'on peut récupérer et installer sur notre propre plateforme pédagogique, parce que sinon effectivement il y a des ressources partout qui existent, mais celles-ci, d'une part, elles étaient labellisées, conçues par des experts, mais intégrables dans notre système d'information, et les traces d'activité, on peut les garder, et bien sûr on les partagera dans le cadre de l'engagement avec Contentsquare, mais ça permet aussi d'avoir un suivi du nombre de personnels formés, du nombre d'enseignants formés, et c'était très important pour l'établissement. Sophie, d'ailleurs, beaucoup de décisions concernant le numérique viennent du monde de l'enseignement supérieur, ou en tout cas le nourrissent. L'enseignement supérieur, le monde de l'éducation, dont vous faites partie, bien sûr, a un vrai rôle à jouer.
Ben oui, puisqu'on doit être modèle. On doit vraiment être modèle et aujourd'hui, clairement, les plateformes pédagogiques de l'enseignement supérieur et surtout les contenus dans ces plateformes pédagogiques ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur de façon très globale et de façon majeure. Donc, c'est le rôle aussi des référents accessibilité de faire réfléchir et de travailler pour rendre déjà... Enfin, il faut qu'on devienne les modèles pour prescrire des choses aussi. C'est ça, effectivement. Merci beaucoup, Sophie. En tout cas, Marion, le débat entre contraintes et adhésion volontaire est récurrent. Alors, est-ce que vous pensez que l'obligation légale, comme l'Accessibility Act, est suffisante pour faire bouger les lignes ? Alors oui, je pense, et en même temps, c'est un engagement collectif. Il faut apporter un changement systémique sur ce sujet de l'accessibilité numérique. Alors, je pense qu'effectivement, ça doit passer par des lois, mais je suis optimiste et je sens qu'il y a un engouement aussi sur ce sujet de la part des entreprises qui voient aussi un moyen de recruter des talents en quête de sens, en tout cas sur des sujets comme celui-ci, des sujets éthiques. Donc on va rester optimiste et espérer que le web de demain sera conçu, inclusif et accessible. C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas, effectivement. Et d'ailleurs, ça, on parle bien sûr des compétences dont on a besoin, des compétences techniques pour rendre accessibles les sites Internet notamment, mais aussi des soft skills. Et ça, je voudrais en parler avec vous, Sophie, les soft skills liés à l'inclusion, la diversité, à l'empathie, la bienveillance, etc. Est-ce que ça prend une place croissante au sein de vos formations, au sein du CNAM, ou est-ce qu'on en est encore un peu éloigné pour se concentrer d'abord sur des compétences techniques, pratiques? On en est malheureusement encore un peu éloigné. Il y a beaucoup de formations au numérique, c'est pas récent, c'est toutes les compétences numériques avec le programme PIX par exemple, mais c'est plutôt malheureusement des compétences techniques, y compris dans les formations que l'on propose aux enseignants, c'est avant tout des compétences techniques, souvent par manque de temps et de disponibilité des équipes d'accompagnement. Et effectivement, il faut faire évoluer ça. Il faut faire évoluer ça. Bon, Marion, est-ce qu'il y a des pays ou des modèles étrangers qui font office de référence peut-être pour vous et où vous vous dites que sur le sujet d'accessibilité, du numérique, de la formation, ce serait une sorte d'inspiration pour ici, la France? Alors, écoutez, on a lancé il y a 2 ans le baromètre de l'accessibilité avec la Fondation Content Square où on audite les sites les plus visités sur différents secteurs, le secteur e-commerce, public, bancaire et médias. On se rend compte qu'en Europe, le secteur public est beaucoup plus en avance que le secteur privé et à contrario, aux États-Unis, on se rend compte que le secteur privé est beaucoup plus en avance que le secteur public, notamment suite aux class actions qui sont menées par les personnes en situation de handicap. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de pays modèle. L'accessibilité numérique est un sujet à peu près traité de la même manière dans les pays. En revanche, on voit qu'il y a une demande grandissante, notamment des pays anglo-saxons. Moi, j'ai été beaucoup contactée par des écoles dans les pays nordiques ou en Angleterre pour utiliser notre formation e-learning. Donc c'est pour ça qu'on est en train de s'atteler à la traduction de cette formation e-learning, aussi bien pour les étudiants étrangers en France, mais aussi bien pour la diffuser en Europe et dans d'autres pays. La France pourra donc briller à l'international. En tout cas, on va essayer d'imaginer ensemble, et vous en êtes aux premières loges, un monde numérique qui ressemblerait en tout cas à un écosystème réellement accessible. Merci à toutes les deux, Marion Ranvier et Sophie Richard, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Bravo Sophie pour cette initiative, et vous serez toujours la bienvenue pour continuer à nous en parler. Merci aussi à notre chroniqueuse du jour, Jeanne Dreyfus. Merci à vous de nous avoir suivis, à Edouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et puis nous, on se retrouve toujours à la même heure, toujours sur la même chaîne dès demain. Bonne journée.